Nous allons écouter à présent Alexandre Declos, qui est l'assistant du professeur Tiercelin dans cette chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance. Alors Alexandre Declos a soutenu une thèse de doctorat à l'université d'Ottawa et l'université de Lorraine, qui portait sur le grand philosophe analytique Nelson Goodman et qui s'intéressait à tous les aspects de sa philosophie, à la fois l'esthétique, sa philosophie de la connaissance et également la dimension métaphysique de son travail. En métaphysique, Alexandre Declos s'intéresse notamment à la question de la fondation métaphysique, du grounding, dont on vient d'entendre parler. Et c'est sur ce sujet que va porter sa présentation maintenant, sur la question du brutalisme de la fondation. Merci Jean-Baptiste. Alors je vais aujourd'hui traiter de la notion de fondation, comme on l'a dit, qui s'appelle grounding en anglais, laquelle s'est trouvée au cœur de nombreuses discussions métaphysiques dans la dernière décennie. Dans cette présentation, je tenterai de montrer qu'une conséquence de ces débats récents sur la fondamentalité est qu'ils invitent à rejeter le principe de raison suffisante, ou du moins l'une de ses formulations. Autrement dit, je crois que les métaphysiciens qui pensent la réalité comme une structure fondationnelle doivent admettre l'existence de faits bruts ou dénués de raison. Contre le principe de raison suffisante, ils se trouveraient donc engagés à adopter ce que j'appellerais une forme de brutalisme. Deux arguments indépendants seront proposés afin de défendre cette hypothèse. Tout d'abord, il s'agira de vérifier que le principe de raison suffisante est directement incompatible avec le fondationalisme métaphysique, puis de défendre cette assertion contre plusieurs objections. Je soutiendrai ensuite, et plus fortement encore, une certaine critique adressée à l'encontre de l'infinitisme métaphysique, critique dont nous verrons qu'elle implique ultimement de rejeter le principe de raison suffisante. Donc voici le plan de cette présentation que vous avez également sur vos exempliers. Tout d'abord sera considérée l'opposition conceptuelle entre le rationalisme et le brutalisme. Je proposerai ensuite quelques remarques sur la notion de fondation, afin de voir comment rationalisme et brutalisme peuvent être définis par son biais. Suivront une brève présentation des deux thèses que je discuterai aujourd'hui, savoir le fondationalisme métaphysique et l'infinitisme métaphysique, et il s'agira enfin d'examiner la relation de chacune de ces positions au principe de raison suffisante. Alors, je voudrais tout d'abord considérer une première opposition qui est celle du rationalisme et du brutalisme. Le rationalisme, tel que le terme sera utilisé ici, servira à désigner l'acceptation du principe de raison suffisante qui énonce que rien n'est sans raison ou qu'aucune chose n'est inexplicable. Bien sûr, il est potentiellement égarant de parler du principe de raison suffisante au singulier, puisqu'il en existe plusieurs versions non équivalentes. L'idée que je présenterai aujourd'hui n'impliquera pas, cependant, d'entrer dans le détail de ces différentes formulations possibles du principe de raison suffisante, ni de considérer son histoire complexe, ou pour tout dire, alambiquée. Je supposerai, avec d'autres auteurs, que le principe de raison suffisante porte avant tout sur des faits, plutôt que sur des propositions ou des entités. Qui plus est, je considérerai une version du principe de raison suffisante qui se comprend dans les termes d'une notion substantielle d'explication métaphysique, laquelle sera exposée plus loin. En bref, le principe de raison suffisante tel que je le discuterai aujourd'hui peut être compris comme l'idée que tout fait possède une explication métaphysique. Disons maintenant un mot rapide de la thèse opposée au rationalisme, à savoir le brutalisme. Ce terme, que l'on connaît par ailleurs en architecture, désigne en métaphysique la position qui procède de l'acceptation de faits dits bruts, et cette notion de fait brut est ontologique. Elle permet de désigner les états de choses qui obtiennent sans dériver ou sans dépendre d'autres faits sous-jacents. À cet égard, elle ne se confond pas avec l'idée de faits qui n'ont présentement pas d'explication, mais dont on présume qu'ils pourraient ou pourront en avoir une. Un fait ontologiquement brut ne peut et ne pourra jamais être expliqué. Il s'agit donc d'un fait inexplicable par principe. Bien sûr, admettre l'existence de faits ontologiquement bruts ou sans pourquoi contrevient directement au principe de raison suffisante. Alors, s'il existe différentes formes de brutalisme dans la littérature métaphysique contemporaine, qui peuvent varier en force ou en nature, nous pouvons nous contenter ici d'une définition générique. Le brutalisme, dirons-nous, est la thèse selon laquelle il existe des faits bruts, c'est-à-dire des faits dénués d'explication métaphysique. Ces premiers points posés, je dois maintenant dire un mot de la notion de fondation métaphysique ou de grounding, afin de voir comment celle-ci peut servir à définir plus précisément le rationalisme et le brutalisme.
La notion de fondation dans la métaphysique contemporaine, comme le suggérait le professeur Tiercelin, vise à capturer un certain type de détermination ou de dépendance ontologique. Elle intervient dans un grand nombre de positions ou de thèses philosophiques, comme par exemple les suivantes. Les propriétés esthétiques existent en vertu des propriétés physiques, les dispositions des objets sont basées sur leurs propriétés catégoriques, ou encore, un tout existe en vertu de l'existence et de l'arrangement de ses parties. Généralement parlant, on peut dire que X fonde Y si Y dépend de X dans sa nature ou son existence. Les choses qui sont fondées, à cet égard, sont moins fondamentales que celles qui les fondent. On peut dire que si Y est fondé par X, alors Y est métaphysiquement dérivé par rapport à X. De là, une première distinction peut être introduite entre dérivé et fondamental. Nous dirons que X est dérivé si quelque chose fonde X et que X est absolument fondamental si rien ne fonde X. Bien sûr, il peut aussi exister des choses qui en fondent d'autres, tout en étant elles-mêmes fondées. Dans ce cas, on dira que ces choses sont relativement fondamentales, ou si l'on préfère, qu'elles sont plus fondamentales que ce qu'elles fondent. Alors, dans cette présentation, je partirai de la supposition que le concept de fondation désigne une relation obtenant entre des faits. J'endosserai également la vision la plus orthodoxe et répandue du grounding, qui la considère comme un ordre partiel strict, ce qui signifie qu'elle possède les propriétés logiques suivantes. Tout d'abord, la symétrie. Si X fonde Y, alors Y ne fonde pas X. L'irréflexivité, ce qui signifie qu'aucun X ne se fonde lui-même. Et enfin, la transitivité, c'est-à-dire que si X fonde Y et que si Y fonde Z, alors X fonde Z. J'en viens maintenant à un point crucial. La notion de fondation dans la littérature récente a souvent été liée, ou même tout bonnement identifiée, à celle d'explication. Dire que Y est fondé par X, c'est en effet rendre compte de l'existence ou de la nature de Y. Mais il faut immédiatement ajouter que la fondation est un type spécifique d'explication qui se distingue de l'explication causale ordinaire. Par exemple, si je dis que la balle possède la propriété déterminable d'être colorée parce qu'elle possède la propriété déterminée d'être rouge, il n'en va pas ici d'un lien causal, mais d'une dépendance ontologique d'une autre nature que la notion de fondation est précisément supposée capturer. C'est pour cette raison que l'on peut y voir une sorte d'explication proprement métaphysique. Il faut ajouter, enfin, que l'idée d'un rapport étroit entre fondation et explication tire sa plausibilité du fait que l'explication possède la même structure formelle que la fondation. En particulier, il est généralement admis que l'explication est, tout comme la fondation, asymétrique et irréflexive. Ce qui revient à dire que si une chose A explique une chose B, l'inverse ne vaut pas, et d'autre part que rien ne s'explique soi-même. Tout ceci étant dit, nous pouvons formuler plusieurs propositions qui permettront de considérer le brutalisme et le principe de raison suffisante en termes fondationnels. Nous venons de voir que la notion de fondation est souvent identifiée à celle d'explication métaphysique. Beaucoup d'auteurs, de ce fait, admettent l'équivalence selon laquelle, si X fonde Y, alors X explique métaphysiquement Y, ainsi que sa converse, c'est-à-dire que si X explique métaphysiquement Y, alors X fonde Y. À l'aide de cette équivalence entre fondation et explication métaphysique, nous pouvons maintenant arriver à une compréhension plus précise du brutalisme. Puisque nous avons admis qu'un fait est brut s'il ne possède pas d'explication métaphysique, et puisque le fait de ne pas posséder d'explication métaphysique revient à ne pas être fondé, on peut dire qu'un fait est brut s'il n'est pas fondé. Ceci permet de comprendre le brutalisme comme l'idée qu'il existe des faits qui ne sont pas fondés, ou alternativement, comme l'idée qu'il existe des faits absolument fondamentaux. Cette compréhension fondationnelle du brutalisme a bien sûr pour contrepartie une définition fondationnelle du principe de raison suffisante que beaucoup ont exploré dans la littérature récente. Elle peut se comprendre ainsi, puisque dire qu'un fait est fondé revient à affirmer qu'il possède une explication métaphysique, et puisque le principe de raison suffisante énonce que tout fait possède une explication métaphysique, ce principe équivaut finalement à l'idée que tout fait est fondé, ou alternativement, à l'idée qu'il n'existe pas de faits absolument fondamentaux. Alors, nous avons ici fourni une définition fondationnelle du rationalisme et du brutalisme, et il nous faut maintenant considérer deux thèses majeures et antagonistes que la notion de fondation permet de formuler, à savoir le fondationalisme métaphysique et l'infinitisme métaphysique. Considérons avant tout le cas du fondationalisme métaphysique.
Cette étiquette désigne la thèse qui affirme que la réalité est hiérarchiquement structurée par des relations de fondation, cette structure se terminant dans un fondement lui-même non fondé. On supposera ici que ce niveau basique consiste en des faits primitifs que l'on pourra appeler les fondamentaliens. Le fondationalisme métaphysique défend que la fondation est à la fois asymétrique et bien fondée. L'asymétrie implique qu'il existe une hiérarchie fondationnelle qui court du plus au moins fondamental. Dire que la fondation est bien fondée, ensuite, consiste à croire que toute chaîne fondationnelle se termine dans un élément qui est lui-même non fondé. Cette exigence permet de bloquer les régressions fondationnelles infinies qui ne se termineraient jamais ou ne s'achemineraient pas vers un niveau fondamental. En bref, le fondationalisme métaphysique est la thèse selon laquelle tout fait est ou bien non fondé, ou bien ultimement fondé par les fondamentaliens. Maintenant, disons un mot du principal opposant au fondationalisme métaphysique, à savoir l'infinitisme métaphysique. Selon l'infinitiste, les chaînes de fondation ne se terminent jamais dans une base fondamentale. Autrement dit, l'infinitisme métaphysique est la position qui découle du refus de penser que la fondation est bien fondée. Là où les chaînes de fondation continueraient à l'infini sans jamais atteindre de niveau basique ou fondamental. Cette position peut varier en nature comme en force. Sous sa version la plus forte et la plus commune, qui est celle que je discuterai ici, l'infinitisme métaphysique affirme que tout fait est tel qu'il n'est ni fondé par des faits fondamentaux, ni lui-même un fait fondamental. Il n'existerait, autrement dit, que des faits dépendants, et donc aucun fait absolument fondamental. Bien, alors ces définitions étant posées, je voudrais maintenant considérer le rapport du fondationalisme métaphysique et de l'infinitisme métaphysique au principe de raison suffisante. Dans un premier temps, nous allons considérer le cas du fondationalisme métaphysique, la question étant celle de savoir quelle est la relation donc, de cette thèse au principe de raison suffisante. Ce que j'entends maintenir, c'est que le fondationalisme métaphysique est engagé par principe envers une forme de brutalisme. Notez que je ne vais pas ici tenter de défendre le fondationalisme métaphysique ou de montrer qu'il est vrai, mais plus minimalement, je veux affirmer que si le fondationalisme métaphysique est vrai, alors le principe de raison suffisante est faux. Mais comment justifier cet énoncé conditionnel ? La réponse est simple, puisqu'elle s'ensuit des définitions que nous avons proposées plus tôt. En effet, si posséder une explication métaphysique pour un fait revient à être fondé, et si le fondationalisme métaphysique consiste à dire qu'il existe des faits fondamentaux et donc non fondés, alors le fondationalisme métaphysique implique de dire qu'il existe des faits dénués d'explication métaphysique contre le principe de raison suffisante. En d'autres termes, si être fondé, c'est être métaphysiquement expliqué, alors les faits fondamentaux, puisqu'ils ne sont pas fondés, sont métaphysiquement inexpliqués. Admettre l'existence d'un niveau fondamental inviterait donc aussitôt et par définition à adopter une forme de brutalisme. Cet engagement du fondationalisme métaphysique à l'égard de l'existence de faits bruts a été relevé par plusieurs auteurs dans la littérature. Les choses, toutefois, ne sont sans doute pas si simples. Même si c'est rare dans les faits, le fondationaliste pourrait vouloir accepter le principe de raison suffisante et donc refuser de dire qu'il est engagé envers une forme de brutalisme. Ce sont ces différentes stratégies anti-brutalistes qu'un fondationaliste pourrait vouloir adopter, que je vais maintenant examiner, puis essayer de rejeter. Alors, une première manière de contester l'incompatibilité du principe de raison suffisante et du fondationalisme métaphysique consisterait à défendre que le niveau fondamental n'est pas sans explication. À première vue, cette stratégie semble contradictoire dans les termes. Si être fondamental, c'est ne pas être fondé, et donc ne pas posséder d'explication métaphysique, vouloir trouver une explication métaphysique au fondamentalia reviendrait à dire qu'ils sont fondés, ce qui est absurde. Toutefois, on pourrait maintenir cette idée à condition d'abandonner l'idée que la fondation est irréflexive, c'est-à-dire en contestant l'affirmation qu'aucun fait ne peut se fonder lui-même. L'idée d'une fondation réflexive, en vertu de l'équivalence entre fondation et explication métaphysique que nous avons exposée tout à l'heure, correspondrait à celle d'un fait auto-explicatif. Cette idée possède un certain nombre de précédents historiques. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que si la fondation peut être réflexive, il existe alors un ou des faits qui s'expliquent métaphysiquement eux-mêmes. Or, cette possibilité, pourrait suggérer son défenseur, permettrait de réconcilier le principe de raison suffisante et le fondationalisme métaphysique. Le niveau fondamental ne serait pas brut ou dénué d'explication, puisqu'il serait à lui-même sa propre fondation ou sa propre explication. Toutefois, cette proposition me semble devoir être rejetée pour plusieurs raisons.
Un premier problème réside dans le statut modal des faits auto-explicatifs. On a souvent suggéré que de tels faits devraient être nécessaires, la supposition inverse semblant difficilement intelligible. Supposons donc que le fondationaliste veuille défendre que les fondamentalia sont nécessaires. Se posera alors le problème suivant. On admet généralement un principe de nécessitation pour la fondation, c'est-à-dire l'idée que si X fonde Y, alors nécessairement, si X obtient, Y obtient également. Mais en ce cas, tenir le niveau fondamental pour nécessaire entraînerait de croire que le reste de l'édifice fondationnel l'est également. En d'autres termes, considérer les fondamentalia comme nécessaires conduirait à accepter la vérité de cette position controversée et hautement contre-intuitive qu'est le nécessitarianisme, qui affirme que rien n'est contingent ou que tout est nécessaire. Si c'est là le prix à payer pour réconcilier principe de raison suffisante et fondationalisme métaphysique, beaucoup seront d'avis, je crois, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Une deuxième difficulté avec l'idée de fondation réflexive est que celle-ci contrevient à la compréhension ordinaire de ce qu'est la priorité ontologique. Nous avons dit que lorsqu'un fait F fonde un fait F1, il suit que F est relativement plus fondamental que F1. Mais alors, il semble que si un fait se fondait lui-même, ce fait serait plus fondamental que lui-même. Un fait auto-fondé devrait donc être métaphysiquement prioritaire sur lui-même, ce qui semble absurde. Nous pouvons renforcer cette critique de la manière suivante. Supposons que le fait F soit fondamental et auto-fondé. Ceci implique que F existe à un niveau fondamental NF, mais aussi, puisque F est fondé par lui-même, à un niveau inférieur NF-1. Ce qui est absurde, puisque dans ce cas, NF ne serait pas un niveau fondamental, contre l'hypothèse. Il existe enfin des raisons plus proprement épistémiques de s'opposer à l'idée de fondation réflexive. Tout d'abord, étant donné le lien entre fondation et explication, admettre la possibilité d'une fondation réflexive impliquerait de contester un principe qui est généralement tenu pour évident, à savoir l'irréflexivité de l'explication. En ce sens, un argument simple serait de dire que, puisque la fondation correspond à une explication métaphysique, et que puisque l'explication est nécessairement irréflexive, alors la fondation est nécessairement irréflexive. Une dernière manière de rejeter les explications réflexives serait de dire que celles-ci sont inacceptables car elles sont triviales, circulaires ou non informatives. Supposons que l'on m'interroge sur la raison d'un certain fait F. Clairement, il serait étrange de répondre ici que F possède bien une explication, à savoir F lui-même. On pourrait ici se plaindre que l'énoncé F parce que F n'explique rien. Il n'apporte aucune nouvelle information, au sens où il ne montre pas comment F peut donner lieu à F. Il n'explique pas non plus pourquoi F existe plutôt que rien ou plutôt qu'autre chose. À cet égard, il semble que l'idée d'un fait auto-explicatif ne se distingue guère de celle d'un fait brut. Il n'est pas clair, ainsi, qu'introduire des faits auto-explicatifs permette aux fondationalistes de sauver le principe de raison suffisante. Comme nous l'avons vu, différentes pistes sont donc ouvertes pour rejeter l'hypothèse d'une fondation réflexive. Nous pouvons maintenant nous tourner vers une autre stratégie anti-brutaliste que pourrait vouloir adopter un fondationaliste. Une seconde manière de contester l'incompatibilité du fondationalisme métaphysique et du principe de raison suffisante pourrait consister à défendre que les faits fondamentaux ne sont pas bruts, non pas au sens où ils auraient une explication, mais plutôt dans la mesure où ils échapperaient tout simplement à la demande explicative. C'est la thèse qu'a récemment défendue Shamik Das-Gupta. Selon lui, on pourrait affirmer qu'il existe un niveau fondamental, mais maintenir en même temps que le principe de raison suffisante est vrai, puisque les faits fondamentaux seraient autonomes. À l'inverse des faits bruts, qui sont aptes à être fondés ou expliqués, mais qui ne le sont pas, les faits autonomes sont inaptes par nature à être fondés ou expliqués. En ce sens, maintient Das-Gupta, leur absence d'explication ne figure pas une violation du principe de raison suffisante. Bien sûr, se pose la question de savoir quels types de faits peuvent être autonomes. La proposition de Das-Gupta sur ce point est qu'il s'agit de faits relatifs aux essences. Le fait qu'il soit essentiel à l'eau d'être composé d'H2O, par exemple, devrait être compris comme autonome. Ceci signifie que la question de savoir pourquoi il est essentiel à l'eau que d'être composé d'H2O n'aurait pas d'explication métaphysique. Non pas parce qu'il s'agit d'un fait brut, mais parce que ce n'est pas là un type de fait ou un fait apte à recevoir une explication. Il est essentiel à l'eau d'être H2O simplement parce que c'est ce qu'est l'eau. Voilà ce que nous dit Das-Gupta. Les faits relatifs aux essences, ainsi, viendraient mettre fin à la demande explicative. Cette proposition de Das-Gupta, en théorie, permet de réconcilier le fondationalisme métaphysique et le principe de raison suffisante. À le suivre, il existerait une hiérarchie fondationnelle, et tout fait dérivé serait ultimement fondé
par des faits fondamentaux autonomes. En ce cas, aucun fait ne serait dénué d'explication, ou bien parce qu'il serait fondé par un autre fait, ou bien parce qu'il serait fondamental mais autonome et donc inapte à être fondé. Alors maintenant, que pourrait-on répondre à cette proposition de Dasgupta ? Un premier type de critique pourrait porter sur la distinction entre faits autonomes et faits bruts. Dasgupta défend cette distinction à l'aide de l'analogie suivante. Tout comme il serait absurde, dit-il, de demander l'explication causale d'une vérité mathématique, il serait inintelligible de chercher à expliquer ce qui fonde les faits relatifs aux essences. L'explication causale, de fait, possède une limitation de portée, puisqu'elle concerne seulement les phénomènes spatio-temporels et ne s'applique donc pas aux entités mathématiques. De même, selon Dasgupta, l'explication métaphysique n'aurait plus lieu d'être dès lors que nous considérons les essences, puisque rien ne peut fonder, par exemple, le fait qu'il soit essentiel à l'eau que d'être composé d'H2O. Toutefois, et comme le relève Ted Sider, on peut douter que l'explication métaphysique soit, comme l'explication causale, limitée de la sorte. Il n'est en rien intégré dans la signification même de la notion de fondation que certains types de faits doivent tomber hors de son champ d'application. Tout fait, même s'il concerne les essences, est au moins en principe apte à être fondé et donc à être expliqué métaphysiquement. Qu'il le soit ou non est une autre affaire. Comme le suggère Sider, il semble donc illégitime de faire tomber par principe certains types de faits hors du domaine de l'explication métaphysique. Si cette objection est juste, elle serait à creuser, on pourrait alors disputer l'existence de faits autonomes. Un second problème avec la proposition de Dasgupta est le suivant. Dasgupta défend qu'il est dans la nature des faits fondamentaux d'être autonomes, puisqu'il porte sur les essences des constituants de ces faits. Mais l'idée que tous les faits fondamentaux, et seulement eux, s'avèrent échapper à la demande explicative, peut sembler ad hoc, d'autant plus si c'est sur cette clause que repose ultimement le principe de raison suffisante. Je n'aurai pas le temps de développer ces suggestions, mais il semble au moins possible de croire qu'il pourrait exister des faits fondamentaux qui ne soient pas relatifs aux essences, ou que des faits portant sur les essences pourraient être fondés par quelque chose d'autre. Ainsi, la proposition de Dasgupta demanderait plus de raffinement pour montrer que les faits fondamentaux sont tous autonomes et que seuls les faits portant sur les essences peuvent être autonomes. Étant donné ces difficultés avec la proposition de Dasgupta, je me tourne maintenant vers une autre position qui permettrait de défendre la compatibilité du fondationalisme métaphysique et du principe de raison suffisante. La dernière stratégie anti-brutaliste que je vais considérer consisterait à refuser l'équivalence que nous avons posée au départ entre brutalité et fondamentalité. Il s'agirait, autrement dit, de défendre que ce n'est pas parce qu'un fait est fondamental qu'il est brut. C'est la thèse récemment défendue par Eleanor Taylor dans un volume qui va paraître en novembre 2018. Selon elle, le principe de raison suffisante pourrait en principe être réconcilié avec le fondationalisme métaphysique dans la mesure où les faits fondamentaux pourraient posséder des explications. Taylor développe cette thèse à l'aide de l'exemple que voici et que j'ai illustré sur l'exemplier. Imaginons un univers qui ne serait composé que de 4 carreaux plats, 2 noirs et 2 blancs, que l'on appellera W, X, Y et Z. Supposons que ces carreaux soient arrangés en forme de carré et que le carreau noir W occupe la partie haute gauche de ce carré. Taylor suppose ici, pour les fins de l'exemple, que les directions dans l'espace sont absolues. Stipulons maintenant que les carreaux W, X, Y et Z sont les entités fondamentales dans cet univers. En ce cas, ces carreaux ne dépendent de rien d'autre dans leur existence et ne se décomposent pas en entités plus fondamentales. À partir de cet exemple, Taylor défend que l'explication métaphysique peut valoir horizontalement, c'est-à-dire entre les fondamentalia. Par exemple, considérons le carreau noir W. Si nous voulons expliquer pourquoi W se trouve dans la région haute gauche de l'univers, alors nous pourrions dire la chose suivante. Les tuiles X, Y et Z occupent 3 places. Puisqu'il n'existe que 4 places dans l'univers et que X, Y et Z sont occupées, il n'y a donc aucun autre endroit où W pourrait être situé. W doit donc se situer en haut à gauche de l'univers. Ce raisonnement, dit Taylor, explique pourquoi W est situé là où il est situé. Si cet argument est juste, des faits métaphysiquement fondamentaux semblent donc expliquer d'autres faits également fondamentaux. Dans ce cas, on pourrait prétendre que le principe de raison suffisante est conciliable avec le fondationalisme métaphysique. Le niveau fondamental pourrait être tel que les faits n'y sont pas bruts, au sens où les fondamentalia pourraient entretenir entre eux des relations explicatives.
Je crois cependant que cet argument n'est pas vraiment convaincant. Tout d'abord, ce que dit Taylor ne fonctionnerait pas si l'on admettait une thèse moniste à la Schaffer, où ce qui est fondamental et dérivé serait respectivement le cosmos et ses parties propres. En effet, si le carré était ici fondamental, alors les faits à propos de la position des carreaux seraient dérivés. Ils seraient fondés par certains faits à propos du carré lui-même. Il suffit donc de renverser la direction de la fondation, pour ainsi dire, pour écarter l'objection de Taylor. Mais outre cette complication, il existe une difficulté plus sérieuse dans l'argument de Taylor. Il me semble que l'explication supposée ici valoir entre fondamentalia n'est pas un contre-exemple à l'incompatibilité du fondationnisme métaphysique et du principe de raison suffisante. En effet, il ne s'agit pas ici du type d'explication qui figure dans le principe de raison suffisante tel que nous l'avons défini au départ. Pour rappel, la formulation fondationnelle de ce principe se conçoit comme une exigence d'explication métaphysique qui consiste ultimement à savoir ce qui fonde quoi. Or, l'idée de Taylor, ici, ne saurait consister à dire que X, Y et Z expliquent métaphysiquement W. Si tel était le cas, il faudrait dire que X, Y et Z fondent W, ce qui reviendrait à l'affirmation contradictoire que les faits fondamentaux sont fondés. Puisque l'on ne peut donc pas dire que X, Y et Z fondent W, il s'ensuit que l'explication proposée ici, de la position de W, n'est pas une explication métaphysique. C'est un point que l'on peut déjà discerner, je crois, en réalité, dans le fait que l'explication que propose Taylor ne porte ni sur la nature ni sur la raison de l'existence de W. Dans notre exemple, nous n'avons pas expliqué pourquoi W se trouve à cette position plutôt qu'une autre dans ce monde. Pas plus n'avons-nous expliqué pourquoi W existe. Il en ira bien sûr de même pour X, Y et Z. Les faits métaphysiques substantiels à propos de ces entités restent donc bruts. J'en conclus que l'argument de Taylor échoue à montrer que l'on peut être fondationaliste sans être brutaliste. Bien, j'en ai maintenant dit assez sur l'incompatibilité du fondationalisme métaphysique et du principe de raison suffisante. Si ce que j'ai dit est juste, nous avons une bonne raison de penser qu'une forme de brutalisme s'ensuit immédiatement et par définition du fondationalisme métaphysique. Mais qu'en est-il maintenant de l'infinitisme ? Étant donné ce qu'on a dit jusque maintenant, un rationaliste, un défenseur du principe de raison suffisante donc, pourrait vouloir se tourner vers l'infinitisme pour sauver le principe de raison suffisante. En réalité, il semble même qu'il ne pourrait en décider autrement, puisque le principe de raison suffisante est équivalent dans sa définition même à l'infinitisme métaphysique tel que nous l'avons caractérisé. Si l'infinitisme métaphysique consiste à dire que tout fait est dérivé, et si être dérivé revient à posséder une explication métaphysique, alors le principe de raison suffisante et l'infinitisme métaphysique sont identiques. Si être fondamental revient à être inexpliqué, le principe de raison suffisante peut se comprendre comme l'idée que rien n'est fondamental, ce qui est précisément la thèse infinitiste. Il semble donc que le principe de raison suffisante est donc non pas compatible, mais en réalité définitionnellement équivalent avec l'infinitisme métaphysique. Pour cette raison, défendre que l'infinitisme métaphysique est engagé envers une forme de brutalisme n'implique rien moins que de montrer que cette position n'est pas tenable, c'est-à-dire qu'il n'est pas vrai qu'il n'existe que des faits dépendants. Dans ce cas, l'infinitisme métaphysique comme le principe de raison suffisante tomberaient ensemble. C'est la stratégie que je vais essayer de défendre dans ce qui suit. Alors les infinitistes, pour le redire, sont engagés par principe à admettre une régression explicative infinie. Ils défendent que, pour tout fait, il existera toujours un autre fait qui le fondera et donc l'expliquera métaphysiquement. Si F1 est fondé par F2, F2 par F3, et ainsi de suite à l'infini, tout dans cette chaîne possède une explication métaphysique, puisque chaque fait y est fondé par un autre. Le principe de raison suffisante serait donc préservé. Cependant, il a fréquemment été relevé dans la littérature que ce type d'analyse pose problème. Admettons qu'il existe une série fondationnelle infinie où chaque fait est fondé par un autre et donc métaphysiquement expliqué. Il semble possible d'objecter qu'il resterait ici une chose qui ne serait pas expliquée ou fondée, à savoir l'existence de la série infinie des faits dépendants. Que chaque fait de la série soit expliqué par un autre ne permet pas de dire que tout possède une explication, si le fait qu'il existe des faits dérivés reste inexpliqué. En ce cas, le principe de raison suffisante serait violé, il resterait au moins un fait non fondé. Ce type d'argument, dirigé à l'encontre d'une régression ontologique infinie, possède un pédigré historique certain. Puisque l'on en trouve une formulation très claire chez Leibniz, et je crois vous avoir joint le texte sur l'exemplier, j'appellerai cet argument l'argument leibnizien. Pour les fins présentes, on peut le représenter comme suit. Première prémisse, s'il existe des faits dérivés, alors il existe un fait G
qui est l'existence de la série entière et infinie des faits dérivés. Série que j'appellerai désormais S. Deuxième prémisse, il existe des faits dérivés. De quoi on peut conclure? Il existe un fait G qui est l'existence de la série S. La troisième prémisse de l'argument énonce que G requiert une explication, ce qui est bien sûr ce qu'exige l'infinitisme métaphysique et le principe de raison suffisante. La quatrième prémisse affirme que G ne peut être expliqué par un ou plusieurs des membres de S. Par C1, P3 et P4, on peut conclure que G ne peut être expliqué par un fait dérivé. Il s'ensuit alors l'une des deux options suivantes, ou bien G est brut, ou bien G est expliqué par un fait absolument fondamental. Deux options qui, clairement, sont incompatibles avec l'infinitisme ou le rationalisme. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que si l'argument leibnizien est juste, les infinitistes ne peuvent prétendre respecter le principe de raison suffisante tel que nous l'avons formulé. Cet argument est en réalité une négation de l'infinitisme métaphysique et du principe de raison suffisante. On montre qu'il existe un fait brut et que le principe de raison suffisante est donc faux. Mais s'il existe un fait brut et qu'un fait brut est un fait fondamental, alors tout fait n'est pas dépendant et l'infinitisme métaphysique est lui aussi faux. L'argument leibnizien plaide ainsi pour le brutalisme de la fondation, au sens où il montre qu'il doit exister un fait fondamental et donc inexpliqué. Mon objectif dans ce qui suit est de défendre cet argument contre deux principales objections. Les prémisses les plus controversées de cet argument sont P1 et P4, et ce sont celles que je vais discuter. Je reconnais qu'il serait possible de rejeter P3, c'est-à-dire d'accepter que la série S existe, mais de mettre en question le fait qu'il soit possible ou requis de l'expliquer. Mais je n'aurai pas le temps de discuter de cette réponse particulière. Considérons donc la première objection qu'un infinitiste pourrait faire à l'argument leibnizien, et qui consisterait à nier P1. Contester P1, c'est refuser qu'il existe une série S en tant qu'entité ou en tant que réalité supplémentaire et distincte des membres de la série. Cette stratégie pourrait être défendue de plusieurs manières, mais je vais considérer la version qu'on a récemment proposée Einar Bohn. Selon Bohn, tandis que l'infinitiste est engagé à dire que tout fait est fondé, il ne saurait prétendre répondre à la question de savoir ce qui fonde la série S, du fait que cette question est, dit-il, incohérente. Ce qui justifie cette assertion est l'argument suivant. Supposons que la série S consiste en un fait omni-inclusif que l'on peut appeler G. D'après l'infinitisme et le principe de raison suffisante, il doit exister un ou des faits qui fondent G. Et puisque la fondation est comprise comme un ordre partiel strict, ce ou ces faits doivent être distincts de G. Donc, G n'est pas omni-inclusif, contrairement à la supposition initiale. La conclusion que l'on peut en tirer est que l'infinitisme métaphysique ne devrait pas s'engager à accepter qu'il existe une série S. Autrement dit, chaque fait individuellement parlant posséderait un fondement, mais tous les faits pris ensemble ne pourraient avoir de fondement. En ce cas, le principe de raison suffisante pourrait être sauvé, il n'y aurait pas de série S, et donc pas de fait supplémentaire à expliquer à son sujet. Tout fait aurait bien une explication métaphysique. La réponse que l'on peut faire à Bohn me semble être la suivante. Son argument peut être représenté sous la forme d'un modus ponens, qui est le suivant. Première étape, si l'infinitisme métaphysique est vrai, alors il ne peut exister de série S. Deuxième étape, or l'infinitisme métaphysique est vrai. De quoi on peut conclure, il ne peut exister de série S. Le problème est que cet argument est bien sûr une pétition de principe si l'on ne montre pas indépendamment que l'infinitisme métaphysique est vrai. Il est donc important de noter qu'il ne permet pas par lui-même d'établir qu'il n'existe pas de série S. Il ne peut le faire qu'à la condition de montrer par ailleurs que l'infinitisme métaphysique est vrai, ou du moins défendable. Qui plus est, s'il existe des faits dépendants, et une infinité d'entre eux, on voit mal ce qui empêcherait de penser qu'il existe une série infinie des faits dépendants, et donc qu'il existe un fait qui consiste en l'existence de la série infinie des faits dépendants. Aussi me semble-t-il que le fardeau de la preuve incombe à ceux qui nient qu'il existe une série S. En tout cas, l'objection de Bohn contre la prémisse P1 de l'argument leibnizien, en l'état, ne fonctionne pas. Pour être tenable, elle doit être supplémentée par un autre argument en faveur de l'infinitisme métaphysique. Considérons enfin un dernier type d'objection à l'argument leibnizien, qui consisterait cette fois à refuser la prémisse P4. Il s'agirait alors d'affirmer que la série S ne peut être métaphysiquement expliquée par, un ou plusieurs de ses membres. Cette proposition fait écho à ce qu'Alexander Pross appelle le principe Hume-Edwards. Celui-ci énonce que si nous considérons une série telle que chaque membre y explique individuellement le suivant ou le précédent, tout se trouve expliqué. Il n'existerait pas d'explication supplémentaire distincte de l'explication individuelle de chaque membre.
Dans le cadre de la discussion présente, cette suggestion pourrait se comprendre comme suit. Supposons qu'il existe une chaîne fondationnelle infinie, où F1 est fondé par F2, F2 par F3, et ainsi de suite. Selon Hume ou Edwards, nous aurions ici tout ce qu'il faut pour répondre à la question de savoir ce qui explique métaphysiquement n'importe quel fait qui obtient dans cette chaîne. Rien de plus ne serait requis pour satisfaire notre demande explicative concernant la série S. Dans ce cas, P4 devrait être rejeté et l'infinitisme pourrait maintenir le principe de raison suffisante. Puisque les membres de la série S suffiraient à expliquer le fait qu'il existe une série S, tout fait aurait bien une explication métaphysique. Cela étant dit, et en dépit du caractère à première vue intuitif du principe Hume-Edwards, je crois que celui-ci doit être rejeté et que l'on peut donc maintenir la prémisse P4 de l'argument leibnizien. On pourrait objecter que le principe Hume-Edwards repose sur l'idée que l'explication est agglomérative. Je reprends cette expression en deux preuves. Il s'articule, autrement dit, sur la supposition que, si l'on explique individuellement chaque conjoint d'une conjonction, alors on a du même coup expliqué la conjonction. Mais cette idée est fausse, comme le montre l'exemple suivant que je reprends à Gale. Supposons que deux individus A et B se trouvent dans une même banque à une même heure et que leur présence respective ait chacune une explication. A est venu faire un dépôt sur ordre de son patron, que l'on appellera C, tandis que B est venu faire un retrait sur ordre de son patron, que l'on appellera D. Clairement, il se pourrait ici qu'il n'y ait rien d'autre à ajouter, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune explication de la présence conjointe de A et de B, qui serait distincte des explications individuelles de leur présence respective. Dans ce cas, le principe Hume-Edwards serait correct. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait une explication de leur présence conjointe qui ne se réduise pas à la conjonction des explications individuelles de leur présence respective. On peut imaginer, par exemple, que les patrons de A et B, C et D, ont eux-mêmes un patron, E, qui leur a demandé d'envoyer leurs employés à la banque. Dans ce cas, il existerait une explication supplémentaire et distincte des explications individuelles de la présence de A et de B. En bref, il n'est pas toujours le cas que si nous avons une explication pour X et une explication pour Y, alors nous avons une explication pour X et Y. Mais si tel est le cas, le principe Hume-Edwards ne peut prétendre au titre de vérité conceptuelle nécessaire. Il suffit dès lors aux partisans de l'argument leibnizien de maintenir que le cas de la série S est précisément l'un de ces cas où l'explication ultime de la série est distincte des explications individuelles de ses membres. Il existe assurément d'autres objections au principe Hume-Edwards, mais le temps presse et ce que je viens de dire suffit à mesurer que celui-ci est au moins parfois faux. Il ne peut donc être utilisé pour désamorcer la prémisse P4 de l'argument leibnizien. En ce cas, l'infinitiste ne peut prétendre expliquer tout fait. Il restera toujours un fait brut, inexpliqué ou fondamental, savoir celui qui porte sur l'existence de la série S. J'en viens à ma conclusion. J'ai développé ici deux analyses successives et indépendantes qui plaident pour le brutalisme de la fondation. Si le fondationalisme métaphysique implique le brutalisme, et si l'infinitisme n'est pas tenable, je conclus que les métaphysiciens qui pensent la réalité comme une structure fondationnelle sont engagés à admettre l'existence de faits ontologiquement bruts. Cette conclusion n'a guère été explorée dans la littérature, et elle s'ajoute à la liste des objections développées récemment contre le principe de raison suffisante. Tandis qu'il se pourrait que le fondationaliste accepte sans ciller cet engagement, l'infinitiste, en revanche, devra résister à accepter l'existence de faits bruts. Il devra, en particulier, s'opposer à l'argument leibnizien s'il veut maintenir le bien fondé de sa position. Je dois dire, pour finir, qu'au-delà de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, plusieurs options restent à explorer. La première est celle du cohérentisme métaphysique, hypothèse récente dans la littérature sur la fondamentalité, qui défend qu'il peut exister des cas symétriques de fondation ou des boucles fondationnelles. Le rapport de cette position au principe de raison suffisante reste à élucider. Par ailleurs, une manière possible de contester le brutalisme de la fondation pourrait consister à remettre en question l'équivalence fondation-explication, voire de contester le bien fondé de la notion de grounding tout court, comme certains ont pu vouloir le faire. S'il reste donc différentes pistes additionnelles de recherche à poursuivre, j'espère à tout le moins avoir montré aujourd'hui que les relations entre fondamentalité, explication métaphysique et brutalité sont dignes d'un examen approfondi. Merci beaucoup.